l'enseignement. Taille respectée, chère communauté bien-aimée, aujourd'hui nous sommes le 31 décembre 2025 et nous sommes ensemble au hameau du Bas ou au village des Pruniers. Et bienvenue à tous nos amis qui nous écoutent en ligne. Et je pense qu'un des cadeaux que j'ai pu recevoir en rejoignant cette communauté, c'est de réapprendre ce que veut dire la beauté. En grandissant, j'étais toujours le plus petit de ma classe et on m'appelait le petit ou le mini. Et même si c'était un peu mignon, un peu comme une blague, ça me laissait toujours avec une sensation de vouloir être plus que ça. Et une grande partie de cela, ça a trait à vouloir être accepté, être vu, être aimé. Et j'ai mis beaucoup d'efforts, que ce soit à l'école, que ce soit dans les amitiés, à la maison, juste pour avoir cette approbation que j'existais. Et je crois que bien au fond de nous, chacune et chacun, nous avons ce trou, nous avons ce vide sombre qui parfois nous engloutit ou qui nous porte à faire certaines choses juste pour être reconnus, aimés, pour être reconnus. Et la spiritualité nous rappelle toujours qu'il y a déjà beaucoup qui est là, qui existe déjà. Mais il faut apprendre à aller à l'intérieur. Et quand je suis devenue novice et que j'ai reçu les 10 préceptes de novice, j'ai découvert le 6e précepte qui nous invite à découvrir la beauté intérieure. Et je vais en lire quelques lignes. Parce que je pense que ça peut s'appliquer à tout le monde, pas uniquement les moines et moniales. Consciente que la véritable beauté d'un pratiquant, d'une pratiquante, est à trouver dans sa stabilité et sa liberté. Je forme le vœu de m'embellir moi-même et ma communauté avec la pratique de la pleine conscience, en mettant en œuvre les entraînements et en observant les manières raffinées à tout moment. C'est tout. Voilà. C'est très concret. Donc notre compréhension de redéfinir, réapprendre, en tout cas pour moi, ce que signifiait la beauté, c'était pas dans l'apparat, la forme extérieure, mais c'est la façon dont nous rendons beaux et belles avec les vêtements, les bijoux, tout cela, les produits cosmétiques, tout ça, ça a du sens dans le monde extérieur. Mais en tant que pratiquant, quelqu'un qui veut se mettre sur ce chemin de présence, nous devons commencer à découvrir une nouvelle signification de la beauté, un nouveau sens de ce qu'est le bien-être, comment cultiver le bien-être en soi. Et c'était toujours comme une boîte à trésors que je continuais à découvrir. Et je peux continuer à voir qu'il y a bien plus que cette apparence extérieure. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette beauté intérieure. Parce que je crois que la beauté, bien au fond de nous, nous pouvons découvrir ce que nous pouvons nous offrir à nous-mêmes et ce que nous pouvons offrir aux autres. Dans notre recherche d'objectifs, de but, et sur le chemin
de service sur le chemin de spiritualité, pour nous, en fait, la spiritualité va toujours main dans la main avec le service. Et quand on parle de spiritualité, c'est un peu comme quand on revient à nous-mêmes, on ne se connecte pas uniquement à nous-mêmes, au soi. Le soi, c'est le point de départ. Et dans le soi, une fois qu'on identifie toutes les conditions qui sont autour de nous, on peut reconnaître qu'on est constitué uniquement d'éléments non-soi. Et donc, la personne que nous sommes n'a pas de soi séparé. C'est une profonde interconnexion avec tout ce qui est présent, que nous voyons ou que nous ne voyons pas. Et ça, c'est une méditation, mais c'est aussi une réalité. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel que l'on récite simplement, mais c'est quelque chose que nous nous rappelons, que nous activons. Et donc, quand nous pratiquons, nous nous disons, OK, c'est pour le soi, mais en fait, non, c'est pour de nombreux karmas qui se déroulent en ce moment-là. Quand nous apprenons à revenir à notre corps, comme je vous ai invité à tous le faire pendant les 20 minutes de chant d'Avalokiteshvara, nous apprenons à juste accepter ce corps physique, les 5 skandhas, nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre langue, notre esprit, toute la conscience. Et peut-être que nous savons qu'il y a des énergies d'habitude dans notre corps que nous apprenons encore à identifier, que nous apprenons encore même à accepter. Et la pleine conscience nous invite à appeler les choses par leur nom. Et ce n'est pas une façon de voir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Non, c'est même apprendre à même sourire à ce qui fait émerger la souffrance. Et donc quand nous apprenons à être en pleine conscience, c'est aussi apprendre à être dans la vérité. Est-ce que l'on peut être vrai avec les énergies d'habitude qui nous gouvernent encore? Certaines de ces énergies induisent des bénéfices. Ce sont des bonnes habitudes. Mais il y a aussi des énergies négatives qui induisent de la souffrance, de l'addiction, des sensations de perte. Et quand nous prenons un moment pour juste sentir le corps nous dit beaucoup de choses. C'est comme un réacteur par rapport à la conscience mentale, par rapport à ce que nous voyons, entendons. Notre corps réagit à tout cela. Et donc, le premier établissement de la pleine conscience nous semble très fondamental, mais c'est extrêmement crucial. Tellement crucial, particulièrement à la fin de cette année 25, à l'aube de l'année 26. Il y a un manque de présence, de solidité, de présence. On se montre, mais on ne se montre pas avec toute notre présence. On est déjà là avec toutes les idées préconçues qui nous amènent à entamer une conversation. Nous n'écoutons pas. Nous ne sommes pas présentes, présents, prêts à écouter, à être vulnérables. Et donc cet acte, même s'il vient depuis 2600 ans, il est extrêmement important pour nous toutes et tous, important à cultiver cette capacité à juste être en paix dans notre corps. La semaine dernière, il y avait un ami au hameau du Haut qui portait un sac à dos partout où il allait parce qu'il a une souffrance médicale et il a dans ce sac à dos quelque chose qui est connecté à son corps, un appareil médical connecté à son corps. Et il a posé cette question, quelle pratique pourrait me soutenir dans ma santé? Et cet homme est très, très jeune, au début des 30 ans. Et je lui dis, permets-moi de rester avec cette question,
Parce que je sais que j'ai l'habitude d'essayer tout de suite de résoudre les choses et de faire en sorte que les gens se sentent bien tout de suite. Et ce que j'apprends, c'est de, en fait, laisser les questions pénétrer mon cœur et laisser mon regard profond avoir suffisamment d'espace et de temps pour offrir une véritable réponse. Et je l'ai rencontré la veille de son retour chez lui et je lui ai dit, une des choses que je peux partager avec toi, c'est que ce qui peut vraiment t'aider, c'est accepter ton état. Même s'il y a une maladie dans ton corps, tu peux marcher, tu peux recevoir les 5 entraînements à la pleine conscience, tu peux t'asseoir avec la communauté. Et même dans cet état de maladie, de mal-être, tu peux identifier le bien-être qui est là lui aussi. Et l'acceptation est tellement importante. Parce qu'il faut accepter ça, c'est ton état. Tu n'es pas ici pour combattre cet état. Si tu commences à accepter, alors il y a de la paix qui peut apparaître. Et dans cette paix, il y aura de l'espace. De l'espace pour voir et ainsi mieux distinguer ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire. Et ça peut paraître très simple quand je le dis, mais en même temps, c'est une pratique très difficile. Combien d'entre nous ont accepté leur état corporel? Sommes-nous toujours en train de lutter pour être quelqu'une différente? Et même si nous n'avons pas une santé précaire, si nous apprenons à accepter le moment présent, nous pouvons apporter un regard plus profond même, juste reconnaître que dans ce moment présent de bien-être, il y a aussi de l'impermanence. Et il peut y avoir du mal-être qui survient. Et alors nous apprenons à accepter ce mal-être, parce qu'il y a une partie aussi de beauté, c'est l'impermanence de la vie. Nous devons regarder l'impermanence avec l'œil de la bonté. Il y a de la bonté dans l'impermanence. Parce que grâce à l'impermanence, nous pouvons changer. Grâce à l'impermanence, nous pouvons lâcher prise, nous pouvons continuer, aller de l'avant. Et donc cette vision profonde nous a été transmise. Et nous devons nous en souvenir et presque nous le réciter. Il y a des enseignements que notre maître nous a enseignés, les éléments sur lesquels il nous invite à poser notre réflexion, les éléments qui sont des énergies que nous pouvons cultiver pour nous-mêmes. Et dans le sud, dans le soi, il y a toujours l'autre. Il y a toujours, dans l'être, il y a toujours l'inter-être. Dans le soi, il y a toujours la communauté. Donc c'est comme ça qu'on doit entendre les choses. Et c'est un entraînement que nous devons avoir dans la pratique du bouddhisme et de la pleine conscience. Quand nous parlons du soi, nous devons aussi entendre le non-soi, tous les éléments de non-soi. Et ces 4 éléments, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus profondément dans chacun de ces 4 éléments. Le premier élément que nous pouvons toujours amener à l'esprit et vérifier si nous l'avons bien présent ou pas, c'est quand j'inspire, est-ce qu'il y a une fleur qui est présente là? Quand j'expire, est-ce que je me sens fraîche, frais, fleur, fraîcheur? La fleur, ce n'est pas cette fleur-là que j'ai à côté de moi, mais le corps humain est aussi un cadeau. C'est une fleur en elle-même. Quel miracle d'être ici, d'être en vie, d'avoir ce corps. Et alors que nous avançons sur le chemin de la vie, dans la vie,
Peut-être avons-nous perdu notre fraîcheur. Peut-être avons-nous perdu notre capacité à offrir un sourire. Peut-être avons-nous perdu notre curiosité, la curiosité envers les merveilles qui sont présentes. Et pourquoi est-ce si important pour moi, selon moi? Pourquoi ce n'est pas juste une méditation pour les enfants? Ces éléments, parfois, nous les enseignons aux enfants durant les retraites d'été. Mais en fait, nous pouvons porter un regard et revenir à notre propre état d'être. Et c'est une merveilleuse opportunité de poser un regard et observer, est-ce qu'il y a en ce moment une joie, un bonheur que je peux générer, avec pleine conscience que je peux ramener à mon état d'esprit? Est-ce qu'il y a une joie qui est présente, qui est vivante pour moi? En inspirant, le Bouddha nous a dit, en inspirant, je suis heureux, heureuse. En expirant, je suis heureux, heureuse. Et peut-être que pour beaucoup d'entre nous, nous avons des réactions différentes par rapport au mot bonheur. Et nous avons peut-être un idéal de ce qu'est le bonheur. Mais nous pouvons aussi nous poser la question à ce sujet-là. Quand nous pratiquons l'art de la pleine conscience, de l'attention, nous commençons à identifier les faits. Juste le fait, me réveillant ce matin, je suis en vie. J'ai 24 heures toutes nouvelles devant moi. Et au cours de ces 24 toutes nouvelles heures, comment vais-je vivre la journée? On ne parle même pas de vivre la vie, mais c'est vivre comment je vais vivre cette journée. Et il y a un sutra qui, dans une de ces lignes, nous dit « La mort arrive sans s'annoncer de façon inattendue. On ne peut pas marchander avec la mort. » Cette année, nous avons eu 3 funérailles pour 3 monastiques. Et certains étaient jeunes. On ne peut pas marchander avec la vie. La mort survient de façon inattendue. Et chaque journée, quand nous nous éveillons et que nous prenons conscience, j'ai 24 heures toutes nouvelles pour moi. Puisse-je, est-ce que je suis capable d'identifier que c'est un cadeau? Si nous commençons à nous émerveiller de cette nouvelle journée, c'est mieux que toutes les to-do list, que toutes les choses à faire pour notre journée. Nous devons nous entraîner à regarder, à observer les merveilles. La merveille de se réveiller, de faire une tasse de thé, de boire cette tasse de thé, d'observer à travers la fenêtre et de voir qu'il y a des arbres, qu'il y a des oiseaux qui chantent. Je ne sais pas comment c'était dans les différents hameaux, mais ce matin, au hameau du Haut, c'était comme le pays des merveilles de l'hiver, avec tout ce gel. Est-ce qu'on a pris le temps de le savourer? Je vois quelques personnes opiner de la tête. Ou bien avons-nous voulu nous presser de changer le monde? C'est important, mais n'oublions pas les merveilles qui sont présentes dans l'ici et maintenant. Et quand nous parlons de fraîcheur, il ne s'agit pas juste d'être juste là, ouais, je suis heureuse. Bien sûr, je vous encourage à l'être. Il faut beaucoup plus de personnes et de présences heureuses. Mais dans cette fraîcheur, nous pouvons nous poser cette question. Est-ce que j'ai encore de la curiosité? Est-ce que je suis encore curieux envers le monde, envers la pratique, envers les personnes que j'aime, mon partenaire, ma partenaire, mes enfants? Ou bien est-ce que je suis rentrée en mode autopilote et que je sais déjà d'avance comment la journée va se passer?
Et puis, je suis impatient de voir l'année prochaine, parce que l'année prochaine, ça va être mieux. Et l'année prochaine, c'est juste dans quelques heures, hein, mon ami. Si on ne fait pas en sorte que ce moment soit mieux, meilleur, oublions l'année prochaine. Oublions ce décompte jusqu'à l'année prochaine. Nous devons être capables, de façon tangible, de toucher cela. L'acceptation fait partie de la fraîcheur, de la méditation. Si j'ai accepté d'être comme ceci, alors je peux sourire. J'ai des attentes très élevées envers moi-même et j'avais des attentes très élevées par rapport à moi. Cette année-ci, je n'ai pas atteint la moitié de ces objectifs, mais je peux toujours sourire. Je peux quand même sourire au fait que les aspirations les plus profondes qui sont encore dans mon cœur sont encore là. C'est être sur le chemin, être au sein de la communauté, être quelqu'un que je peux appeler frère ou sœur. Et je peux accepter le moment présent tel qu'il est. Oui, j'ai encore des défauts, j'ai encore des énergies d'habitude. Et j'ai vu des nouvelles énergies d'habitude s'éveiller. Et j'ai dit, oh, il va encore falloir 2 ans. Mais je souris à cela. Parce que je sais que je peux me transformer. Et donc, à la lumière de la fraîcheur d'une fleur, quand nous méditons sur une fleur, nous ne pouvons pas ôter le compost de la fleur. La fleur est là grâce au sol, aux détritus, au compost, et aussi le soleil, la pluie, les nuages, et la personne qui prend soin du jardin. Et donc, dans la beauté d'une fleur, dans la beauté d'un sourire, dans la beauté d'une douce présence, il y a aussi le poids de la responsabilité, le poids des missions que nous avons toutes et tous dans notre cœur, et aussi la souffrance que nous commençons à reconnaître, à sentir. Mais la beauté, c'est que la souffrance et le bonheur vont main dans la main. Et c'est là que nous apprenons, à avoir une énergie qui peut s'épandre et qui nous permet de sentir la souffrance en nous. Pendant longtemps, à chaque fois que je sentais de l'inconfort monter en moi, au lieu de courir, et ce qui était ma tendance première, me cacher, fuir, courir, maintenant, j'apprends à y faire front, avec plus d'énergie, en disant « Oh, hello, ma souffrance, je te vois. Tu fais partie de moi. Respire avec moi. D'où viens-tu ? Ah, une partie vient d'une situation présente et une partie vient du passé parce que c'est une blessure et maintenant ça a juste été réactivé et ça se manifeste. Mais pas de boue, pas de lotus. S'il y a de la souffrance, alors le bonheur est quelque part là. Le bien-être est là quelque part. Peut-être dans la douleur, au sein même de la souffrance. C'est la force du méditant, de la méditante, la fraîcheur qui nous donne la curiosité de regarder la souffrance avec un nouveau regard. Merci de m'offrir cette opportunité. Sœur Dinim, au cours de la dernière journée de pleine conscience, nous a partagé le fait que si nous n'avons jamais connu la faim, nous ne pourrions peut-être jamais voir la valeur et le cadeau qu'est la nourriture. C'est pour cela que la souffrance fait partie de la vie, et c'est une très bonne partie de la vie.
Et tout dépend de la façon dont nous la regardons et la façon dont nous sommes avec cette souffrance. Ça, c'est la différence d'un pratiquant, d'une pratiquante. C'est comment être avec la souffrance. Avant d'aller plus profondément dans cet élément, il est extrêmement important de prendre soin de notre joie et de notre bonheur. Sœur Denim nous a apporté une réponse dans le dernier enseignement sur le plan personnel de quelqu'un qui ne peut pas trouver la joie. Mais en fait, il y a de la joie aussi autour. Il y a de la joie qui n'est pas là toi, mais qui est autour. Sois curieux, curieuse de la joie de quelqu'un d'autre. En tant que frère aîné, si je regarde les jeunes novices, je me dis « Oula, j'étais comme eux. Il y a longtemps, j'étais comme eux. Et j'ai perdu une partie de cela. Et quand je les vois avec une telle curiosité, toute leur grande aspiration, de tout leur cœur, je me dis, mais rendez-moi une partie de cela, donne-moi une partie de cela. Et tout cela est une partie de moi. Il y a de l'intérêt dans notre pratique de la génération de la joie et du bonheur. Si nous nous tournons à l'intérieur de nous, que nous pratiquons l'assise méditative, peut-être que certaines ont cette compréhension. Ça peut être une compréhension, une vision profonde. Peut-être que vous êtes la première personne dans toute la lignée de votre famille, la première personne à être capable de rester assise calmement. Peut-être qu'aucun de vos ancêtres n'en a fait l'expérience. Peut-être ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas, mais peut-être qu'ils n'ont pas eu cette opportunité. Peut-être qu'ils vivaient dans des zones ou des périodes de conflit et que tout ce qu'ils avaient à l'esprit, c'était survivre, trouver la nourriture, avoir assez, s'assurer que les enfants soient en sécurité. Et peut-être que nous, toutes et tous ici présents dans cette salle, peut-être que nous sommes la personne chanceuse. Nous avons cette chance de pouvoir nous asseoir calmement, tranquillement, sentir, embrasser, étreindre ce qui est là. Et ça, c'est une joie. Et reconnaître la souffrance, mais aussi la joie qui est là. Et on peut dire, si seulement mes ancêtres avaient pu vivre cela, si seulement ils n'avaient pas dû fuir en quête d'un abri. J'aspire à ce que mes ancêtres aient pu sentir cette assise tranquille, dans la paix. Et donc il y a une sorte d'agonie, et en même temps, il y a ce bonheur. Et donc quand nous parlons de fleurs et de fraîcheur, c'est beaucoup plus profond que juste se sentir frais et fraîche. Il y a une responsabilité. J'ai tendance à dire qu'il y a une responsabilité en tant que pratiquant et pratiquante à cultiver cette joie et ce bonheur. Notre responsabilité à prendre soin des souffrances et des cicatrices présentes en nous. Et nous ne devons, si vous passez votre temps à regarder uniquement la souffrance, je vous garantis que vous allez couler dans le désespoir et dans votre souffrance. Et vous ne trouverez pas d'issue. Et vous allez fuir dans la consommation. Vous allez fuir, courir pour vous échapper. Parce que c'est une habitude que notre société produit et encourage. Tu te sens pas bien? Tiens, clique ici. Tu te sens pas bien? Viens en retraite. Même au village des pruniers. Non. Ok, je sais que ça c'est de l'anti-pub, mais voilà, peut-être que la retraite on doit la trouver en nous. Ce que je veux dire, c'est que notre pratique est mobile.
Elle n'a pas besoin d'être longue dans une retraite, dans un temple, dans un monastère, dans une méditation, mais c'est quelque chose que nous portons en nous et que nous cultivons chaque jour. Donc cette fleur fraîche, pour moi, c'est comme mon gilet de sécurité, ma bouée de sauvetage. Parfois, quand je suis agitée, et je peux l'être facilement agitée, je me dis, oh, ma fleur a besoin d'être arrosée. J'ai besoin d'en prendre soin. Probablement que je dois la mettre au soleil un petit peu. Je dois lui offrir une énergie qui la soutienne. Ou juste revenir au calme, fermer les portes de mes sens, ce que j'entends, ce que je vois, ce que je sens. S'il y a comme une tempête en moi qui monte, apprendre à fermer les portes des sens pour que ça puisse redescendre, se déposer. Un méditant doit être capable d'activer cela en soi. Le deuxième élément, c'est la solidité. Mais je voudrais bien arriver à un autre élément avant cela. C'est celui du calme, de la quiétude. J'invite la quiétude à être présente. Et en expirant, je pose un regard, je réfléchis, je vois ce qui est présent ici, maintenant. Juste comme quand un lac est calme, le lac a l'opportunité de refléter tout ce qui est là, tel que cela est. Le vol d'un oiseau, les arbres qui bougent. L'eau calme reflète tout ce qui est là. Et quand l'esprit est calme et tranquille, il a l'opportunité de voir plus profondément. Regarder profondément fait partie d'une pratique profonde de la méditation. Si nous regardons profondément, ce n'est pas pour nous critiquer, ce n'est pas pour regarder toutes nos erreurs, nous punir encore davantage ou punir d'autres. Nous regardons profondément afin de nous comprendre. Comprendre, c'est le guerrier des bodhisattvas. C'est l'amour lui-même. Et quand on commence à comprendre qu'il y a une tendresse qui émerge en nous, une acceptation, la reconnaissance et la capacité d'embrasser. Quelquefois, nous sommes trop occupés, nos vies sont trop occupées. On doit se donner la permission juste de ressentir le moment présent, de ressentir notre pouls en nous, le battement dans notre cœur, notre respiration. Est-ce que notre respiration, elle est courte? Est-ce qu'elle se dépêche? Où sont les tensions? Quand on commence à être dans l'immobilité, le calme, on peut voir ce qu'il y a en nous et de chanter les mélodies. Et certaines mélodies sont peut-être pas très plaisantes. Elles ont besoin d'être entendues qu'une fois. On peut se dire, bon, je t'ai entendu et c'est bon, je t'accepte. Mais certaines mélodies se répètent. Peut-être que c'est une pensée, c'est une vue, c'est une histoire que l'on porte. Et on continue de se le répéter. Est-ce qu'on est dépendant à cette histoire ? Est-ce qu'on s'identifie tellement à cette histoire pour notre existence ? Et quand on regarde profondément, comme un lac tranquille, on peut voir que cette histoire ne contribue pas à ma fraîcheur. Est-ce que je peux la laisser aller ? Est-ce que je peux la laisser partir ? Et je peux dire, oui, tu es le chapitre d'une partie de ma vie, dans le livre de ma vie, mais je n'ai pas besoin de continuer de te lire. Parce que devinez quoi ? Dans ce moment présent, on est en train de lire, d'écrire un nouveau chapitre tous les jours. À travers nos paroles, nos pensées,
nos actions, nos intentions, nos actes de gentillesse et nos actes collectifs. Et c'est une nouvelle page que nous écrivons. Si nous continuons de toujours revenir à cette ancienne histoire qui recouvre le moment présent, nous ne nous rendons pas service. On se met un handicap dans le fait de pouvoir aller de l'avant. Et on n'a pas besoin de revisiter notre passé. On peut, mais le passé a beaucoup de sagesse, de données qui peut nous informer, nous soutenir. Mais si on se noie dedans, et si on continue d'y aller juste pour la mélodie, parce qu'il y a toujours un sentiment qui vient avec cette histoire, on ne vit pas dans le moment présent. Oh, j'aimerais être comme ça. J'étais frais, j'étais curieux. Et on continue de se répéter ça c'est sur repeat. Et encore, on se le répète. Et dans la pratique, le pratiquant a la capacité de s'arrêter, d'écouter et de contempler. Quelles sont les mélodies qui n'arrêtent pas de revenir? Et la beauté des habitudes, nous sommes des créatures d'habitude, des êtres d'habitude. Et la beauté des habitudes, c'est qu'on peut créer de nouvelles habitudes. Dans notre pratique, on nous invite à être avec différentes émotions, sentiments. Et dans les enseignements du Dharma, et on parle des énergies négatives d'habitude, telles que la colère. La colère, elle est très célèbre, elle est toujours sous les projecteurs. Ou alors le fait d'être agité. Et en tant que pratiquante, c'est pas de se débarrasser de ça, mais c'est de le voir, de le ressentir, de savoir que c'est là. Et qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? C'est d'inviter une nouvelle énergie pour être avec cette habitude. Et à chaque fois que cette énergie est là, l'agitation est là. Je ne veux pas rester immobile, calme. Et je sais qu'il y a plein de choses dans lesquelles je vais pouvoir m'occuper. Et là, vous pouvez inviter une nouvelle habitude. Dire bonjour mon agitation. Je sais que je vais procrastiner, je vais tomber dans YouTube, je vais aller dans Wikipédia et je vais aller cliquer sur tous les liens bleus de Wikipédia et jamais finir de lire une page en entier. Et je sais exactement où je vais aller. Là, vous pouvez faire une pause. Qu'est-ce que je peux faire d'un point de vue spirituel? D'abord, je peux respirer. Si je peux avec la nature, on peut changer la chaîne. Au lieu de Wikipédia ou YouTube, peut-être une tasse de thé, peut-être balayer, tondre la pelouse, essayer de vous occuper de votre jardin, écrire dans le journal que vous n'arrêtez pas de dire dans lequel vous allez écrire. Et c'est de trouver des nouvelles habitudes, des habitudes de pleine conscience à inviter pour accommoder les énergies fortes qui se sont formées tout au long de notre vie, les habitudes. Et donc, l'immobilité, le calme et le fait de regarder profondément sont cruciaux. À chaque fois que je peux être calme, je sais qu'il y a cette joie que je peux apporter au monde. Et en quoi la méditation assise peut changer le monde? Comment
l'assise peut changer le monde. L'assise méditative, c'est le cœur de l'être. On sait tous faire plein de choses. On sait le quoi, mais on ne sait pas le comment. Le quoi dans la technologie, les sciences, on sait se faire ça. Mais on ne sait pas être là les uns pour les autres. On ne sait pas être là pour nous-mêmes. Alors, la méditation assise est cette porte, cette fondation pour être dans l'être plutôt que dans le faire. On doit s'entraîner à être. Parce que le faire, c'est les, c'est les pois chiches. Je souris dans les pois chiches, aux pois chiches en moi. On va écouter un son de cloche tous ensemble. C'est l'instant, c'est le moment pour lui. Donc on va inviter à être pleinement présent, collectivement assis, ressentir notre respiration, ressentir nos sensations, permettre à nos sensations d'être guidées par la respiration. Quand je regarde en arrière, dans les années au début, la pratique que j'aimais le moins, c'était l'assise méditative parce que je m'endormais tout le temps. Et j'étais attrapée par le stéréotype de l'homme zen, immobile, qui est beau. Et moi, je bataillais avec les bruits, les histoires qui n'arrêtaient pas de remonter. Mais il y a une autre vision profonde qui m'a été donnée par l'un de mes enseignants, qui m'a dit « Aie confiance dans cette capacité à s'asseoir dans l'immobilité. Ça va prendre beaucoup d'importance dans ta vie plus tard. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Et maintenant, je peux le dire. Ce que ça veut dire qu'à travers l'assise, j'ai été capable de cultiver la capacité de ressentir toutes mes sensations, toutes mes émotions, les douleurs, l'agitation, les réactions qui montaient en moi. Et de ne pas laisser les réactions... mais la méditation est devenue un container pour moi, pour retenir tout ça, embrasser tout ça, et qui a augmenté au fur et à mesure. Et j'ai pu guider ces énergies avec pleine conscience et liberté. Quand on parle de liberté, dans le bouddhisme, c'est la liberté de quelque chose par rapport à quelque chose. Et c'est d'être libre de son propre esprit, de ses émotions, de ses sentiments, et de les guider, de pouvoir les guider, et de pouvoir dire, de voir ce qui peut être dit et ce qui ne doit pas être dit. Et grâce à l'art de l'assise, où on a l'impression qu'il ne se passe rien, eh bien en fait la méditation assise est déjà
l'acte de faire. Dans la non-action, il y a de l'action. Et grâce au temps et à l'énergie, j'ai été capable de... Ça m'a permis d'offrir une meilleure qualité d'être parce que je sais comment être présent. Et la pratique de l'immobilité, qui ressemble peut-être à une non-action, est en fait aussi le fait d'offrir une qualité de présence plus grande. Et cette immobilité, ce calme, on peut les cultiver pour nous-mêmes. Et là, je voudrais passer à l'élément suivant. Grâce au fait de regarder profondément, offert par cette immobilité, on peut être centré. On a une posture droite qui permet de contenir. Et on invite l'énergie de la montagne, de la solidité en nous. Il y a une montagne à l'intérieur de chacun de nous, une stabilité qui peut nous aider à être dans le moment présent, à nous aider à offrir de l'amour, de la compréhension. Comme on offre de l'amour, on peut aussi offrir notre stabilité. Notre stabilité qui nous permet d'être là les uns pour les autres. Et d'avoir la fondation de ne pas être emporté dans une conversation. Cette stabilité qui nous permet, que l'on peut s'offrir et qui permet d'écouter profondément. Dans notre retraite, on essaie d'apprendre à écouter les autres. Et quand on écoute de cette manière, dans cet esprit, on écoute avec tout notre corps, avec tout notre être, notre esprit. Et on n'est pas emporté, on est présent, on ressent ce que cette personne dit, partage, et si on est pleinement conscience, on peut aussi ressentir ce dans quoi ils sont. Et notre écoute permet de communiquer. Ça fait le miroir, c'est le miroir aux autres. Et la stabilité à notre époque est très importante. C'est demandé et il nous est de plus en plus demandé d'avoir une fondation pour pouvoir embrasser la souffrance du monde. Il y a tellement de fois où je me sens désespérée parce qu'il y a tellement de souffrance. Ça me donne envie de me cacher, de m'enfuir de cet enfer dans lequel nous sommes tous. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut se rappeler de la montagne, que l'on peut générer en nous, de revenir pour ne pas être emporté par la peur qui monte et de savoir que l'on peut offrir notre présence, d'offrir notre écoute, notre respiration. Et même en sachant que cette douleur et cette souffrance est ici, on peut offrir une prière. Et cette prière, ce qu'elle fait, donc ce qu'on fait, c'est on invoque la paix et la beauté dans cet endroit. Ça doit venir de notre manière d'être. Ça doit être dans notre propre manière
d'interagir, comment on vit cette vie. Si on vit une vie durable, si on vit de façon... Est-ce qu'on vit une vie modérée? Si nous voyons que la destruction, est-ce que nous-mêmes, nous faisons preuve de discrimination dans notre vie, à l'intérieur de nos communautés, à l'intérieur de nos familles, avec les êtres que nous aimons? Il faut que ce soit très pratique. Il faut que ça soit tourné vers l'intérieur, dans l'ici et le maintenant. Et cette montagne, c'est pour aussi nous inviter à avoir du courage et de la force pour pouvoir embrasser et être présent. Et dans cet espace de stabilité, nous pratiquons dans l'assise en étant droit. Ça a l'air d'être une pratique formelle, mais on apprend que le corps et l'esprit sont reliés, interagissent. Et quand on est droit dans notre posture d'assise, c'est une manière de montrer, et j'apparais avec ma poitrine ouverte, prête à rencontrer les difficultés, avec un dos solide qui va pouvoir porter, qui va pouvoir voir. Et pour que l'on puisse continuer de porter, il faut vraiment cultiver le 4e élément de la beauté, qui est l'espace. L'espace représente la liberté. L'espace commence en nous, dans notre cœur. On apprend à revenir et à invoquer notre esprit du débutant tous les jours, qui a cet esprit du débutant, qui a l'esprit d'amour, de service, qui a envie d'être éveillé. Mais dans notre tradition, quand on parle de l'éveil, on ne parle pas d'un point de vue d'un éveil individuel, mais de l'éveil collectif. Et on veut planter ces graines d'éveil où que l'on aille, pour que les mots que l'on dise, les intentions que l'on offre, c'est pour qu'on tous ensemble nous puissions traverser et rejoindre l'autre rive, la rive de l'éveil, la rive de la compréhension du non-soi séparé, de la non-discrimination. Et l'espace intérieur, on doit se donner de l'espace et du temps pour nous-mêmes. Je pense que je vais continuer de prêcher ça pour les 15 prochaines années, d'apprendre à s'arrêter. Quand on voit la vitesse à laquelle la société elle va dans tous les sens, dans toutes sortes de directions. Et c'est un train qu'on essaie d'attraper. Et c'est comme si on doit intentionnellement, collectivement freiner. On doit passer de la 5e à la 2e vitesse. Parce que seulement lorsque l'on ralentit, alors nous pouvons renforcer notre qualité d'être. Et dans cette vaste espace à l'intérieur, on peut tellement apporter. Il faut aussi être vrai. Il faut connaître nos limites. Il y a des jours où on a plein d'espace à l'intérieur. Il y a plein de choses qu'on peut embrasser, porter. Mais on doit prendre aussi conscience qu'il y a des jours où notre corps ne va pas très bien, notre esprit aussi ne va pas bien. On a de la douleur et les douleurs sont très vivantes à ce moment-là. Ça dépend des causes et des conditions. Pour moi, l'hiver, c'est très uni. C'est tout particulièrement février.
j'ai appris plus tard, le 7 février, c'est le jour où ma mère, ma sœur et moi, on est arrivés en tant qu'immigrants au Canada. Et ce jour-là, il y a eu beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de curiosité. Et maintenant, il faut qu'on sache qu'on est sur la terre ferme et qu'on peut appeler la maison. Et il y a eu un mélange de beaucoup d'émotions. Et donc pour moi, le mois de février, ça a fait remonter beaucoup d'émotions et de sentiments en moi. Donc je me prépare au mois de février. Et l'univers a des manières d'être merveilleuses. Et le 7 février 2002, c'est le jour où j'ai été ordonnée en tant que moine. Et donc ces 2 jours se rejoignent. Et c'est à cette période aussi, pour moi, c'est le début de ma vie en tant que monastique. Et chacun de nous, il faut qu'on prenne soin et qu'on ait conscience de notre espace. Si cet espace, il est ouvert, et comment le cultiver. Quand on revient à nous, c'est l'art aussi de cultiver l'espace. On apprend à écouter, à poser des questions profondes, les questions les plus profondes. Qu'est-ce que j'ai à offrir qu'est-ce que j'offre à ma communauté? Qu'est-ce que je m'offre? Qu'est-ce que je fuis? Et vers quoi je m'enfuis? Pourquoi j'arrête pas de me dépêcher, de courir tout le temps? Cette course, elle vient aussi de mes ancêtres. Et on peut se souvenir se rappeler que le moment présent est plein de merveilles. Oui, il y a plein de choses à faire, mais aussi ce moment présent est tellement important pour nous, pour être à l'intérieur, d'être dans le moment présent. Et donc, l'espace intérieur, c'est quelque chose qu'on s'offre et qu'on offre aussi aux autres. On accepte les autres tels qu'ils sont. On doit voir que malgré leurs erreurs, leurs habitudes qui peuvent nous agacer, on doit les embrasser, les accepter, parce que nous aussi, on a des énergies d'habitude qui agacent les autres. Mais plus on est capable d'accepter, plus on est spacieux et plus on a à offrir. Et l'amour véritable, il y a un espace d'accepter l'autre, son bonheur et ses souffrances. Et dans l'amour, il y a la gentillesse, la joie, la compassion. Il y a aussi la non-discrimination. Et ça veut dire qu'on apprend à accepter, à voir les souffrances, nos souffrances les uns des autres. Et l'espace est une pratique que l'on apprend, et aussi à ne pas être jaloux les uns des autres. Quand on voit nos amis et nos frères et sœurs qui ont du succès dans la vie et on apprend à célébrer ça, à interagir avec ces succès qui sont les leurs. Pour moi, il a fallu que je désapprenne, parce que j'ai grandi, j'ai un esprit vraiment très compétitif et je veux être le meilleur. Et une petite confession. Je ne sais pas si j'ai partagé déjà avec ma communauté monastique, mais quand je suis devenue l'assistant de Thay, j'avais fait un vœu secret que j'allais être le meilleur attendant. Et ça, c'était vraiment un esprit de compétition très fort. Et là, derrière ça, c'était
le besoin d'être accepté, d'être aimé. Et bien sûr qu'il y a plein d'autres intendants merveilleux. Et j'ai appris à voir cet esprit de compétition émerger. Est-ce que cette personne, elle reçoit plus d'amour de la part de Thaï que moi? Qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit différent? Qu'est-ce qu'il faut que je... Et Thaï donnait des enseignements aux monastiques sur l'attachement, l'amour. Et il a dit, ayez conscience du fait que quand vous êtes en train de faire le pain et de montrer toutes vos plumes, pourquoi vous êtes en train de faire la roue? Est-ce que c'est pour gagner des attachements, de l'attraction? Parce que votre vraie beauté, elle ne dépend pas de ça. Ça dépend de comment vous cultivez votre espace intérieur, votre liberté, votre compassion et votre capacité à ralentir. Et comme le nouvel an approche, je suis sûre que beaucoup d'entre nous, on a plein de questions dans le cœur très profondes. Et je vais nous inviter, chacun de nous, à faire venir ces 4 éléments dans notre vie. Et ne sous-estimez pas ces éléments. Ne pensez pas que c'est simple. Dans ma propre expérience, ils m'ont aidé. Ça a été une source de résilience, un lieu de refuge. Et comment je peux offrir, qui me permettent d'offrir de l'énergie aux personnes que j'aime, à cette communauté, à chacun d'entre vous. Et avant d'être ici, j'étais un peu nerveuse, ce qui est une bonne chose. J'avais besoin de fraîcheur et d'énergie. Et je me suis rappelée, je me suis souvenue j'étais très plein de gratitude. Et j'ai arrosé ces graines en moi, la joie. Et j'ai pu changer de disque très rapidement. Et la peur, l'anxiété, hop. Cette peur et cette anxiété sont une partie de moi, mais ce ne sont pas que moi. On est tellement plus qu'une seule émotion. On est tellement plus qu'un sentiment, qu'un instant présent. On est tellement plus qu'une souffrance. On est un flot continu de vie. Et pour finir, j'aimerais offrir à chacun d'entre vous une chanson. Donc je vais vous l'offrir, mais de manière à ce que vous puissiez l'apprendre. Donc parce que c'est mon mantra. Et un de mes amis qui est ici, il dit qu'à chaque fois qu'il vient au village des pruniers, il peut ralentir. Mais à chaque fois qu'il retourne dans une grande ville, tout ça disparaît. Parce que dans les villes comme Londres, Paris, New York, il y a des signaux partout qui appellent, qui disent « achète-moi, achète-moi ». Et je pense qu'on a tous besoin de mantras concrets pour qu'on puisse se souvenir, qui peuvent nous inviter à revenir au fait de ne pas courir, à éviter ce sentiment de fuite. Et je ne sais pas qui est le compositeur de ça. Donc c'est très simple, c'est devenu mon compagnon, cette chanson. Et ça peut être un soutien pour beaucoup d'entre vous. Donc la chanson va comme ça. De quoi je m'enfuis, vers quoi je cours, qu'est-ce qui me fait courir, ralentis, et savoure. Savoure ce moment. Ralentis. Je le chante d'abord et c'est facile à apprendre. Je ne suis pas un prof de musique, donc je ne sais pas faire des mouvements haut et bas. Mais je fais confiance à vos qualités artistiques. What am I rushing for? What am I rushing